Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la critique d'Halloween Kills. Alors oui, j'ai mis du temps à la faire, tout simplement parce que je n'ai pas aimé le film, malgré quelques points positifs, mais je reviendrai sur eux en temps voulu. En fait maintenant, quand j'aime pas un film, je suis plus trop motivé à l'idée d'en faire une critique en vidéo, parce que je me dis que j'ai passé 1h40 devant un film qui m'a déçu, j'ai pas passé un super moment, et là, ça me décourage un petit peu de me dire que je vais devoir consacrer encore du temps à un film que je n'ai pas aimé. Et là, je me dis que ça va prendre plusieurs heures du coup, parce qu'il faut que je prépare la critique, que je prépare quelques notes, que je fasse le tournage, que je fasse le montage. Mais une partie de moi voulait quand même faire cette vidéo. Déjà parce que vous étiez très nombreux à me la réclamer, donc pour le coup, ça me fait plaisir. Et même aussi, j'avais fait plusieurs vidéos sur Halloween Kills. J'avais analysé la bande-annonce, je m'étais même filmé en train de découvrir les teasers, donc je ne pouvais pas ne pas faire de critique sur YouTube. Bref, donc en ce qui concerne Halloween Kills, alors l'histoire, le fait que les habitants d'Haddonfield se révoltent, je trouve ça logique, parce qu'au bout d'un moment, il fallait bien que ça arrive, parce que quand tu vois que la police n'est toujours pas capable de mettre fin à l'horreur, faut peut-être faire quelque chose. Donc les citoyens qui prennent les choses en main, moi ça m'a plu, j'ai trouvé ça intéressant. Mais le problème, c'est que le scénario est mal foutu. Je trouve l'exécution très maladroite. Cette histoire de révolte, de vengeance, elle durait trop longtemps. On tournait en rond dans ce film. En fait, comme Michael n'est pas censé mourir dans cet épisode, eh bien les scénaristes ont tout fait pour que les personnages soient stupides, pour qu'ils puissent se faire buter, et comme ça Michael en ressort vainqueur. Alors oui, je sais que dans le cinéma d'horreur, c'est pas nouveau d'avoir des personnages cons, mais dans Halloween Kills, je trouve que c'était abusé. Vraiment. Les personnages savaient que Michael était en vie, ils étaient armés, et ils étaient prêts à lui faire sa fête. Et pourtant, ils arrivaient à trouver le moyen de se faire buter. Alors, vous me direz, oui, mais si les personnages avaient fait preuve d'intelligence, le film se serait terminé trop vite. Pas forcément. Il suffisait juste de donner un peu plus de temps à l'écriture du scénario pour proposer des situations moins débiles, moins ridicules. Enfin, je suis désolé, mais les personnages étaient nombreux, armés, ils étaient prêts à faire face à Michael, et à chaque fois, ils faisaient tout foirer. Ce qui fait que ça décrédibilisait la plupart des scènes d'action et de tension. En fait, cette histoire de groupe de citoyens armés qui affrontent un seul tueur, ça aurait mieux fonctionné dans le chapitre final. Parce que franchement, si on m'avait pas dit qu'ils allaient faire un Halloween Ends après, eh bien j'aurais pu croire que Michael allait mourir à la fin de Halloween Kills. Parce que vraiment, ça commençait bien quand les habitants se jetaient sur Michael et tout. Je me suis dit, putain, ça ressemble vraiment à un chapitre final de saga. Sauf que malheureusement, cette histoire-là, ils l'ont collée dans un épisode de transition. Et j'en suis venu à me dire, putain, en fait, tout ça pour ça. En fait, toute cette histoire d'habitants qui se révoltent, ça aurait mieux fonctionné dans un massacre à la tronçonneuse ou un détour mortel, parce qu'il y avait plusieurs antagonistes là-dedans. Parce que du coup, au début du film, les habitants auraient tué un ou deux membres de la famille des tueurs, puis au milieu, on en aurait buté trois ou quatre de plus, et à la fin, là, on se serait tapé le boss. Les personnages auraient fait avancer les choses en tuant des antagonistes. J'aurais pas eu l'impression de tourner en rond. Mais là, dans Halloween Kills, il n'y avait qu'un seul tueur, et du coup, on faisait traîner les choses. Les personnages avaient plusieurs occasions de le buter. Par exemple, vous avez le coup de la voiture avec Lindsay, Marion et le couple. Donc, il voit au loin deux enfants en train de faire la balançoire, et du coup, il y a Lindsay qui va les voir pour leur dire de rentrer chez eux. Sauf que cette conne, elle ne prend même pas un flingue avec elle. Parce que si tu vas voir les gosses pour leur dire de rentrer chez eux parce qu'il y a un tueur, ça veut dire que potentiellement le tueur peut arriver jusqu'aux gosses. Donc, pourquoi est-ce que cette conne, elle a pas pris le flingue avec elle, sachant qu'ils avaient deux flingues? Ça aurait été bien parce que du coup, quand Michael s'attaque aux trois autres personnes dans la bagnole, Lindsay aurait pu arriver et puis le buter. Et le pire, je crois, c'est que les trois personnages là dans la voiture, Marion et le couple, ils ont même pas vu Michael arriver, alors qu'ils savaient que Michael était dans le coin. Ils étaient prêts à le buter si l'occasion se présentait. Donc, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas surveillé le coin? Il y a un autre exemple aussi, alors celui-là c'est dans la dernière partie du film, avec Lonnie qui dit à Allison et à Cameron de rester dans la voiture parce qu'ils préfèrent affronter Michael tout seul.
Donc là, pour le coup, j'ai halluciné. Je me suis dit, putain, le mec, il a changé d'avis, comme ça. Et même, déjà, à quel moment tu te dis que tu vas emmener ton fils à la chasse aux tueurs? À quel moment tu te dis, oh, et puis si je le mettais en danger? Alors oui, après, il le dit, hein, à son fils, il dit, oui, j'aurais pas dû t'embarquer dans cette histoire-là, mais fallait y penser avant, en fait. Parce que du coup, à cause de toi, il va crever. Le fait que Lonnie aille tout seul dans la maison des Myers, eh bien, ça justifie une fois de plus la survie de Michael. Parce que si s'était rendu dans la baraque avec Allison et Cameron, je suis persuadé que Michael se serait fait tuer. Donc, du coup, Lonnie se rend dans la baraque, il se fait buter, puis Allison et Cameron s'y rendent. Ils tombent sur les cadavres du couple gay. Donc Allison, on ne sait pas ce qu'elle fout, elle s'approche des cadavres, elle retire le couteau, puis elle reste devant, comme ça, je ne sais pas ce qu'elle fout. Je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle fout cette conne à rester devant les cadavres comme ça? Enfin, il me semble que tu as oublié que tu étais à la recherche d'un tueur, et que vous n'avez pas de nouvelles de Lonnie. Donc je pense que c'est le moment de se réveiller, non? Et on a Cameron, du coup, qui s'éloigne d'Allison, qui part à la recherche de son père et qui en profite aussi pour essayer de tuer Myers. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'Allison n'allait pas venue avec lui? Bah, tout simplement parce qu'il fallait que Michael reste encore vivant. Il fallait qu'il puisse tuer Lonnie et ensuite battre Allison. Comme ça, on pouvait faire encore durer les choses. Et un autre putain d'exemple, c'est la fin, quand Tommy regarde les autres habitants en train de se faire tuer. Il est comme ça, avec sa batte, mais il aurait pu se jeter sur lui, le frapper par derrière, et puis comme ça, avec les autres personnages qu'il restait, ils auraient pu le finir. Ils auraient pu se jeter sur lui comme ils l'ont fait quelques minutes avant. Et ça m'énerve parce que personne ne pense à lui faire sauter la tête, personne ne pense à le décapiter, non, ça vient à l'esprit de personne. Contrairement à Laurie dans une autre timeline, dans Halloween 20 ans après, où elle lui coupe la tête, et j'aimais bien ce personnage-là parce qu'il faisait tout pour buter Myers. Elle essayait par tous les moyens de s'occuper de lui une bonne fois pour toutes. Sauf que dans Halloween Résurrection, on nous fait comprendre que ce n'est pas Myers qu'elle a décapité. Donc, voilà. Hein, merci, c'est gentil. Mais dans les faits, Laurie, elle avait un vrai raisonnement, un putain de raisonnement. Alors que dans Halloween Kills, non, tout le monde est con, tout le monde est stupide, ça m'énerve, on a vraiment abusé de ça. Moi je veux bien que dans un film d'horreur il y a quelques personnages stupides, mais là c'était trop, dans Halloween Kills c'était trop. Néanmoins, le désir de vengeance chez les habitants a quand même donné de très bons moments. Donc je pense à toute la partie qui se déroule à l'hôpital, donc où on a cette foule, cette hystérie collective qui représentait parfaitement bien les blessures d'Haddonfield. Donc du coup, ça donnait plus de profondeur à la ville, ça lui donnait un background plus exploité. C'était plus profond et c'est la meilleure partie du film pour moi. L'idée de l'hystérie collective qui provoque la mort d'un innocent, j'ai trouvé ça bien vu. C'était réaliste, mais c'était aussi très triste, parce que franchement, le pauvre homme, il avait rien demandé. Il était venu à l'hôpital parce qu'il était perdu, il était terrifié. Et là, il y a tous ces gens qui se sont acharnés sur lui. Ils étaient assoiffés de vengeance, donc il leur fallait le coupable très vite. Ils n'ont pas cherché à savoir si c'était vraiment Michael, parce qu'ils ne savaient pas à quoi il ressemblait sans son masque, parce qu'il y avait deux patients qui étaient portés disparus, donc Michael et le petit mec là justement là qui se suicide. Donc ils ne pouvaient pas savoir, mais ils n'ont pas cherché à savoir si c'était vraiment lui, Michael. Donc ils se sont dit, allez, il est là, on lui fait sa fête. C'est un passage que j'ai trouvé intense, surtout que l'acteur qui joue le patient, il est mort il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai trouvé ça encore plus triste pour le coup. Enfin, à l'hôpital, c'était vraiment le chaos. Même le shérif, il ne savait plus quoi faire, il était dépassé par les événements, il était assis comme ça, sur les escaliers. Et ouais, c'est la tribu qui se révolte. Après, les moments où les habitants nous sortaient leurs phrases le mal meurt ce soir, ou plutôt Evil dies tonight, bah je vous avoue que ça m'a fait un peu rire. J'ai même trouvé ça ridicule. Je trouve que c'était nanardesque. C'est la façon dont c'était dit, le ton qu'il prenait pour le dire. Et justement, bah, les personnages, là je vais vraiment me concentrer sur eux. Et bah, Halloween Kills connaît une mauvaise gestion des personnages. Je trouve que c'est le bordel. Alors déjà, à part le fait qu'ils soient stupides quand ils sont avec Michael, eh bien, il y a d'autres moments où, justement, ils étaient aussi débiles, même quand Michael n'était pas avec eux. Je pense au flashback qui se déroule en 1978,
où on a un policier qui dit à Lonnie et à d'autres enfants de rentrer chez eux parce que c'est dangereux d'être dehors. Et là, pour le coup, j'ai halluciné. Je me suis dit, non mais pourquoi est-ce que tu les ramènes pas chez eux? Enfin, je veux dire, tu sais qu'il y a un tueur, donc ça veut dire qu'il peut les tuer, ces gosses, donc ramène-les chez eux. Je veux dire, t'as ta voiture en plus, enfin, vous serez encore plus en sécurité, ça ira plus vite. Il y a aussi un autre passage que je trouve pas clair, c'est à la fin, quand Tommy et les autres personnages se font tuer. Bah, du coup, il y en a plusieurs d'entre eux qui se mettent à hurler, mais il y a personne qui les entend. Genre, on a Karen, Allison, les ambulanciers et d'autres habitants qui sont à, je sais pas, à 2-3 maisons de là, mais ils n'entendent pas Tommy et les autres hurler. Je trouve ça très bizarre en fait. C'est comme Karen justement à la fin aussi qui se fait buter à l'étage, et pourtant, bah, devant la maison, il y avait encore du monde. Et vous allez me dire que personne n'a entendu Karen en train de hurler. Bon là maintenant je vais m'attarder sur quelques personnages précisément. Et autant le dire, ici, l'écriture des personnages est souvent plate, contrairement à celle d'Halloween 2018, où c'était globalement plus adulte, plus mûr. Et quand je suis passé à Halloween Kills, forcément c'était la douche froide. Surtout qu'à la base, je suis pas très exigeant par rapport à l'écriture des personnages. Mais ici, c'est très très inégal. Donc entre ceux qui sont transparents et décevants, puis d'autres qui ne servent à rien, et puis il y en a certains qui heureusement ont un traitement assez juste. Donc déjà on a Tommy que j'ai trouvé très fade. J'ai été assez déçu qu'on en fasse un survivant lambda. Moi je préférais vraiment le Tommy d'Halloween 6 qui était plus proche du Tommy original du film de Carpenter. Donc c'était un gamin qui était très intrigué par le croque-mitaine et dans Halloween 6 il l'est encore plus. Il est même obsédé par cette histoire de croque-mitaine et en plus c'était un Tommy qui vivait dans son coin, il était mystérieux, un peu sombre, un peu ambigu. Il se démarquait de la plupart des personnages. Et ça m'avait vraiment plu. Même si Halloween 6, hein, bon, c'est Halloween 6 quoi. Mais en tout cas, c'est un Tommy que j'avais bien aimé. Et là, dans Halloween Kills, bah, c'est un personnage qui est devenu creux. On aurait pu aller loin en fait avec ce personnage-là. Ensuite, on a Frank, que je croyais mort. Et donc, bah, le flashback de 78, il n'était pas là uniquement pour nous montrer l'arrestation de Myers, mais il était là aussi pour donner plus d'épaisseur au personnage de Frank, histoire de lui donner une backstory plus consistante, mais je trouve que c'était pas une bonne idée de le faire revenir. Ça aurait été mieux en fait de nous montrer l'arrestation de Myers, de nous montrer le passé de Frank dans Halloween 2018, et comme ça, bah, ça aurait fait un personnage en moins dans Halloween Kills. Du coup, je me demande vraiment ce qu'ils vont faire de Frank dans Halloween Ends, et il y a intérêt à ce qu'il ait un impact dans le scénario, il y a intérêt à ce que ce soit un personnage utile, parce que là, ça va me gonfler de ouf. Vraiment, j'ai été surpris que Frank revienne. Moi, je pensais que Laurie parlait à Aaron dans sa chambre à l'hôpital. Parce que dans la bande-annonce, on voit Laurie qui parle de Michael à quelqu'un, mais elle parle de Michael comme si elle le présentait à la personne, comme si elle faisait un exposé sur lui, comme si la personne ne connaissait pas vraiment Michael. Alors que bah le fait que ce soit Frank en fait, bah je sais pas, je trouve pas ça très logique parce que Frank il connaît Michael, il était là la nuit de 78 et il était là du coup aussi dans Halloween 2018. Enfin, il sait comment est Michael. Donc pourquoi est-ce que Laurie parle de Michael de cette façon à Frank? Ça aurait été mieux que ce soit plutôt Aaron. Et puis je suis désolé, mais pour moi, Aaron n'est pas mort. On ne le voit pas rendre son dernier souffle, on ne voit pas son cadavre, mais par contre, on nous montre celui de Dana. C'est un personnage que je trouve terriblement sous-exploité. Donc dégoûté que ce soit pas Aaron qui soit revenu. Alors après, peut-être qu'il reviendra dans Halloween Ends, hein, parce que bon, avec ce qu'il a pris dans Halloween 2018, il y a moyen qu'on nous raconte qu'il était dans le coma ou je ne sais quoi, donc ce serait crédible. Et justement, en parlant de Laurie, eh bien, je trouve qu'elle était inutile dans cet épisode, parce qu'elle répétait tout le temps la même chose au sujet de Michael, elle nous ressortait les mêmes discours, c'était que du remplissage. Moi, je pense qu'elle aurait dû rester inconsciente jusqu'à la fin, où elle se réveillerait au moment où Karen est en train de se faire tuer. Elle se demanderait où sont Allison et Karen. On a aussi Marion. Alors elle, ça se voit vraiment qu'elle était là pour le fanservice. Elle a un peu pris cher. Moi, je trouve qu'elle était mieux utilisée dans Halloween 20 ans après.
Elle était mieux réintroduite. Donc, tout ça pour dire que dans Halloween Kills, waouh, les personnages, ça vole pas très haut. J'aurais été moins exigeant si, dans Halloween 2018, on n'avait pas donné un traitement plus profond aux personnages. Si c'était moins adulte, moins mûr. Parce que là, du coup, il fait de l'ombre à la qualité de l'écriture des personnages dans Halloween Kills. Bon, après, dans Halloween Kills, il y a quand même des personnages qui ont un traitement satisfaisant. Déjà Karen, alors elle, je trouve qu'elle est excellente. Elle a vraiment eu le meilleur développement, tout simplement. C'est un personnage que j'aimais beaucoup. Elle était très humaine. Et je vous avoue que sa mort m'a fait quelque chose. Alors, j'ai pas pleuré, mais j'étais mal. J'étais pas bien, j'étais sous le choc. Et j'ai eu le même ressenti que pour Annie dans Halloween 2 de Rob Zombie. Donc, bon, après là, pour Annie, j'ai versé une petite larme. Mais vraiment, ouais, Karen, c'était un de mes personnages préférés. Ensuite, en ce qui concerne Allison, alors là, elle est en mode chasseuse, elle évolue. Après, elle n'est pas hyper mise en avant, mais c'est pas grave parce qu'elle connaîtra son quart d'heure de gloire dans Halloween Ends. Parce que là, dans Halloween Kills, il fallait surtout aussi qu'on développe Karen. Pour moi, Halloween 2018, c'était l'épisode de Laurie. Kills, c'était le film de Karen. Et Halloween Ends, logiquement, ce sera celui d'Allison. Je l'espère en tout cas. On a aussi Lindsay. Donc elle, c'était une gamine plutôt banale dans le film original. Donc ça ne m'a pas dérangé qu'elle le soit encore dans Halloween Kills. Et on a Brackett. Donc lui, il n'était pas spécialement marquant dans le film de Carpenter. Donc le fait que ce soit encore le cas dans Kills, c'était pas grave. Par contre, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu de scène entre lui et Laurie. Ah oui, et au passage, en ce qui concerne Brackett, je trouve qu'on se fout un petit peu de notre gueule avec le flashback où il voit le cadavre de sa fille, Annie, parce que ces quelques secondes, elles viennent de Halloween 2, de 81. Et le truc, c'est que Halloween Kills appartient à une timeline qui ne prend pas en compte Halloween 2. Cette timeline fait comme si Halloween 2 n'existait pas. Mais par contre, quand il s'agissait d'illustrer le passé de Lindsay en montrant le cadavre de sa babysitter Annie, ah bah là, on a su connaître, on a su se rappeler d'Halloween 2, et là je trouve que c'est un aveu de faiblesse. Et d'ailleurs, en parlant de flashback, je trouve qu'Halloween Kills aimait bien nous en montrer pour illustrer certaines choses, alors qu'il n'y avait pas besoin de nous les montrer, vu qu'on était censé s'en rappeler, logiquement. Je veux dire, on nous remontrait le docteur Sartain, ou même on nous remontrait des passages du flashback de 78. Enfin, je veux dire, le flashback de 78, il était au début d'Halloween Kills. Et plus tard, on reprend encore des passages de ce flashback pour illustrer ce que disaient certains personnages. Et je me suis dit, putain, mais les créateurs, ils avaient peut-être peur qu'on ait oublié certains événements, ils avaient peut-être peur qu'on s'y perde avec tous ces personnages, ils avaient peur qu'on ne se rappelle plus de certains événements. Enfin, et du coup, ça me fait redire qu'il y a trop de personnages dans cette nouvelle timeline. Maintenant, je m'attaque à l'ambiance, et honnêtement, je ne l'ai pas trouvé terrible. Enfin, à part l'ambiance du flashback de 78. Avec toutes ces couleurs froides, ternes, les mêmes couleurs qu'il y avait dans le film original. C'était génial. Et puis même la musique, encore une fois, oui, c'était vraiment à l'ancienne et tout, c'était top. Et puis le retour du Dr Loomis, bluffant. L'acteur, le maquillage, nickel. Ah franchement, bravo. Mais une fois qu'on quitte l'ambiance de ce flashback pour retourner dans le présent, eh bien j'ai pas eu l'impression de me retrouver dans un Halloween. Je n'ai pas retrouvé cette ambiance qui m'a fait adorer l'univers Halloween. Déjà, les moments drôles, forcément, ça dédramatisait certaines scènes d'action et de tension. Par exemple, on a le moment où Marion s'apprête à tuer Michael, et donc elle lui dit Michael, ça c'est pour le Dr Loomis, et hop, elle se rend compte qu'elle n'a plus de balles. Donc, sur le coup, ouais, j'ai trouvé ça un peu drôle. D'ailleurs, même, hein, j'étais pas tout seul à avoir trouvé ça marrant dans la salle de cinéma. Mais bon, pourquoi Pourquoi faire ça? Ou même, on a la nana juste après, avec son flingue, genre, elle s'est pas tirée, et elle se tire une balle à cause de Myers. Et
Ouais, c'était drôle, mais du coup, j'avais du mal à prendre au sérieux la suite des événements. C'est comme aussi le couple gay, Little John, Big John, Little John. Enfin, là aussi, ça m'a fait sourire, mais pas ça, faites pas ça dans un Halloween. Et du coup, ça a allégé l'ambiance du film. Et c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir un film intense. On aurait pu avoir une tension de dingue. Et justement, en parlant de tension, bah, on n'a pas non plus les bonnes vieilles courses-poursuites de la saga. Et ça, c'est dommage. Parce que là, bah, je suis désolé, mais la petite course-poursuite avec Lindsay dehors, moi honnêtement, ça m'a rien fait. Moi, ce que j'aimais bien dans la saga Halloween, justement, c'est qu'on avait des victimes qui se faisaient traquer dans des lieux clos. On avait des murs, des portes qui empêchaient les victimes de s'enfuir comme elles le voulaient. C'était un peu plus stressant du coup. Euh, ou même dans Halloween 20 ans après, il y avait des barrières, il y avait des grilles qui mettaient en danger les personnages. Ça les empêchait d'avancer. Dans les anciens films, les victimes n'arrivaient pas à s'enfuir facilement. Autre problème, toujours par rapport à l'ambiance, Michael, je trouve qu'il a perdu de sa force, il n'est plus ce qu'il était, ce n'est plus le personnage puissant que j'aimais énormément. Moi j'aimais bien avant quand il se cachait derrière les buissons, quand c'était le fameux tueur qui jouait les voyeurs, quand il était planqué dans l'obscurité, quand il était derrière les fenêtres, derrière les murs et tout. Je trouvais ça génial. Le voyeurisme, ça rendait les scènes angoissantes. Et j'aimais bien aussi quand on l'apercevait au loin, en arrière-plan, quand on voyait sa silhouette derrière les victimes. J'aimais cette façon de voir Michael. J'aimais bien quand on le filmait comme ça. Parce que du coup, ça nous invitait, nous les spectateurs, à jouer les observateurs. Enfin, alors après, vous me direz, oui, on est spectateur, donc on observe. Mais là, du coup, avec une façon de filmer comme celle-ci, eh ben, ça nous invitait à prendre en compte les détails. Alors que là, dans Halloween Kills, il est filmé sans inspiration, c'est banal, et puis le gars, il se bat bien, hein. Je veux dire, au début, là, avec les pompiers, il esquive les coups. Waouh. Le mec, tout droit sorti d'un film d'action. Le masque, je le trouve excellent, mais, encore une fois, j'aime pas la façon dont on le présente dans cet épisode. Et puis même, les meurtres, j'ai pas été satisfait. C'était trop sanglant, c'était festif, c'était même gore par moment, et la boucherie dans un Halloween, ça me plaît pas. C'est pas ce que je suis venu voir. Alors oui, j'aime le gore, j'aime bien quand ça gicle, mais pas dans un Halloween. Après, Halloween Kills, en tant que slasher lambda, ça peut passer. Si je le vois comme un slasher, ouais, classique, si c'est pas un Halloween, les meurtres, bah voilà, ça me plaît. Vraiment. Le mec qui se prend les doigts de Michael dans les yeux, là c'était bien dégueu. Ou encore la scène du vieux couple qui était très malsaine. Ou même les pompiers au début, là c'était un vrai carnage. Mais ça passe mieux dans un slasher lambda. Et même si on avait remplacé Michael Myers par un autre tueur dans ce film, ça aurait rien changé. Moi, j'aurais pas vu la différence. Alors oui, on a toujours la musique d'Halloween, qui est bonne, mais elle m'a moins marqué que celle d'Halloween 2018. Pareil pour le travail le travail avec la caméra, au niveau des plans. Là, je trouve que c'était très académique dans Halloween Kills, alors que dans Halloween 2018, bah, il y a des passages qui m'ont marqué. Comme le plan séquence où on voit Michael se rendre chez deux bonnes femmes, ou encore le passage dans l'asile au début, où on a des plans aériens sur Michael, et genre on a un zoom justement qui se fait sur lui progressivement. On a aussi la fin chez Laurie, où Michael et Laurie échangent les rôles qu'ils avaient dans le film original, où cette fois-ci dans Halloween 2018, bah, c'est Laurie qui tombe du balcon, et on jouait justement bah, avec ces situations inversées. On avait des plans en fait bah, très intéressants. Mais là, dans Halloween Kills, je suis désolé, il n'y a rien qui m'a marqué. Donc voilà, il y a quand même des points positifs dans ce film que j'ai pu choper. Alors oui, dans l'ensemble, je démonte un peu le film quand même, mais sachez que ça ne me fait pas plaisir, parce que moi je voulais vraiment l'aimer ce film, mais il a échoué sur pas mal de points. Bon, maintenant je vais vous dire ce qui vous attend sur ma chaîne en ce qui concerne Halloween. Déjà, vous aurez la critique d'Halloween Ends, et puis vous aurez mon nouveau classement en ce qui concerne les épisodes. Tous les épisodes. Parce que du coup, dans l'ancien classement, il n'y avait pas celui de 2018, Kills et Ends. Donc là, cette fois-ci, vous les aurez tous dans ma vidéo. Donc ce sera du moins bon au meilleur, selon moi. Et vous aurez aussi un top de mes personnages préférés, toute timeline confondue.
Et en effet, je vous ai pas parlé d'analyse de bande-annonce et de trailer réaction pour Halloween Ends, tout simplement parce que j'en ai marre en fait de faire des vidéos sur des films que j'attends et qui me déçoivent, tout simplement. Là, je parle vraiment de la nouvelle timeline d'Halloween, parce que je vous avais montré mon impatience démesurée pour Halloween 2018, et j'ai été un peu déçu finalement, même si globalement le film je trouve sympa, mais il m'a quand même déçu sur des points assez importants. Et Halloween Kills, bah ouais, non, bah alors là, non, non, c'était pas bon pour moi, je suis désolé. Maintenant, si vous avez aimé, tant mieux. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, hein. Si vous avez passé un bon moment devant, c'est très bien. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé d'Halloween Kills. Et puis, je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. Et on se retrouve bientôt. Salut!